Je tiens à remercier le président du Conseil du Fonds pour le développement et le soutien du club de discussion internationale, Valdaï, A.G. Bistritsky, ainsi que le directeur scientifique de l'Institut d'études orientales de l'Académie des sciences de Russie, V.V. Naumkin, pour l'attention qu'ils accordent aux problèmes du Moyen-Orient et à d'autres questions mondiales d'actualité. Le fait que le thème de notre rencontre d'aujourd'hui soit directement lié aux leçons du passé concernant cette région, ainsi qu'à plusieurs crises qui se déroulent et se poursuivent actuellement dans d'autres parties du monde, est un choix très pertinent. Cela permet d'aborder en toute franchise un large éventail de problèmes. D'après les dernières données, la crise à Gaza a déjà coûté la vie à 46 000 civils palestiniens, voire davantage, selon différentes sources statistiques. Environ 100 000 personnes ont été blessées. Le décompte se poursuit. Malgré toutes les tentatives de trêve, des flambées de violence surgissent çà et là. Nous parlons ici des pertes humaines civiles uniquement du côté palestinien, dont nous pleurons les victimes tout comme celles des Israéliens, depuis le 7 octobre 2023, jour où s'est produit un acte terroriste odieux que nous avons immédiatement condamné. Malheureusement, cet événement a été suivi d'une réaction qui ne cadre pas avec le droit humanitaire international, et qui s'apparente en réalité à une punition collective de l'ensemble de la population civile de la bande de Gaza. Dès les premiers jours de l'opération à Gaza, des actions militaires ont également eu lieu en Cisjordanie. Je tiens à souligner ces chiffres pour une autre raison. Lorsque cette opération a atteint 1 an en 2024, plus de 40 000 victimes civiles palestiniennes avaient déjà été recensées. Il existe également des statistiques sur les pertes civiles en Ukraine des deux côtés de la ligne de front. Elles varient selon les sources, mais tout indique un chiffre presque 2 fois inférieur à celui des victimes palestiniennes en une seule année. En 10 ans de conflit en Ukraine, le nombre de civils tués et blessés des deux côtés est presque 2 fois moindre que celui des victimes palestiniennes en 1 an. Ce contraste est frappant. Le fait que l'on tente de passer sous silence ces chiffres, tant à Kiev que chez leurs sponsors occidentaux, est tout aussi révélateur. Revenons à la Palestine. Le nombre de victimes civiles, tuées et blessées, et l'ampleur des destructions des infrastructures civiles dépassent largement ceux des guerres israélo-arabes de 1948 à 1949 et de 1967. C'est un fait marquant. Il est bon qu'un cessez-le-feu ait enfin été atteint après plus d'1 an de tentatives au Conseil de sécurité des Nations Unies pour en appeler à une trêve. Les États-Unis ont bloqué toutes les résolutions en usant de leur droit de veto à 6 reprises, avant d'introduire leur propre résolution, présentée comme la solution à tous les problèmes. Or, lorsque nous leur avons demandé, avant le vote, si les partis et en premier lieu Israël étaient prêts à la mettre en œuvre, ils ont évité de répondre. C'est pourquoi nous ne l'avons pas soutenue et nous nous sommes abstenus. Mais elle a été adoptée. Comme on pouvait s'y attendre, rien n'a changé. Ce n'est que maintenant que la situation évolue. Je pense que la nouvelle administration à Washington a favorisé un processus de négociation plus actif. Mais le rôle clé a été joué par l'Égypte et le Qatar, qui, avec les Américains, ont obtenu d'Israël et du Hamas des accords dont la première phase est en cours de mise en œuvre. Cependant, nous recevons déjà des signaux indiquant des difficultés pour la deuxième phase. Elles ont probablement déjà commencé. Des déclarations émanant des cercles dirigeants israéliens laissent entendre qu'ils ne sont pas entièrement satisfaits de la manière dont le Hamas a respecté ses engagements dans la première phase, et qu'ils n'excluent rien. Parallèlement, Israël poursuit sans complexe ses opérations militaires en Cisjordanie. De nombreuses fuites crédibles font état de plans israéliens visant, en plus de l'expulsion des Palestiniens de Gaza, à prendre le contrôle total de la rive nord-ouest du Jourdain. Comme le soulignent les experts, et personne ne le conteste, Israël entend également maintenir sa présence sur le territoire libanais. Avec le retour de Donald Trump, qui avait officiellement reconnu durant son premier mandat le plateau du Golan syrien comme faisant partie d'Israël, ces terres peuvent également être considérées comme « perdues » du point de vue d'un règlement juste et durable du conflit israélo-arabe. Outre ce qui se passe en Syrie et au Liban, la Libye reste un problème. L'Ouest et l'Est n'arrivent toujours pas à s'entendre sur la manière de faire avancer le processus politique. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye agit de manière peu transparente et totalement inefficace. Il faut le reconnaître honnêtement. Une nouvelle représentante, originaire du Ghana, va bientôt être nommée. J'espère que la désignation d'un représentant africain contribuera à instaurer davantage de confiance. En Syrie, de graves problèmes subsistent, notamment des tensions entre le leader de Hayat Tahrir al-Sham, Achara,
et les groupes qui faisaient partie de cette structure, nous pourrons en parler séparément. Depuis le changement de pouvoir en République arabe syrienne, le dialogue et la compréhension mutuelle entre eux sont difficiles. Il est essentiel d'œuvrer activement et de manière constructive pour faciliter le dialogue national, sans chercher à marquer des points géopolitiques, mais en pensant à l'avenir du peuple syrien. Pour cela, il faut unir les efforts de tous les acteurs extérieurs qui peuvent influer sur la situation. Toute tentative d'écarter la Russie, la Chine et l'Iran du processus de règlement syrien ne saurait être animée de bonnes intentions. Cela révèle au contraire les desseins de l'Occident, qui cherche à reléguer ses concurrents à des rôles secondaires et marginaux. Ces crises se multiplient et s'aggravent depuis le « printemps arabe » de 2011. Aujourd'hui, des diplomates occidentaux, y compris dans les pays du Moyen-Orient, accusent la Russie du fait que le dialogue national ne parvient pas à s'établir en Libye, sous prétexte que des forces russes y seraient présentes. Selon eux, et c'est ce qu'ils s'efforcent d'inculquer à leurs interlocuteurs, cela serait la cause première de tous les problèmes actuels en Libye. Rien de surprenant, l'Occident a pris l'habitude de détruire quelque chose, de créer des crises, puis d'observer ce qui en résulte. Cela est particulièrement caractéristique des Américains, qui trouvent tout cela intéressant à regarder depuis l'autre côté de l'océan. Le Moyen-Orient n'est pas un terrain de jeu. Il ne faut pas le considérer comme tel. La clé des nombreuses problématiques de la région réside dans la création d'un État palestinien. De nombreuses résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies ont été adoptées à ce sujet. Tous les acteurs extérieurs confirment la solution à deux États, y compris l'administration de l'ancien président américain Joe Biden, qui travaillait en ce sens. L'administration de Donald Trump, pour l'instant, n'a pas encore clairement exposé sa position à ce sujet. Nous nous souvenons que, outre la reconnaissance du plateau du Golan comme territoire israélien, l'administration Trump avait également promu une autre initiative appelée les « Accords d'Abraham », qui visait à renverser l'ordre établi par l'initiative de paix arabe de 2002. Cette dernière prévoyait d'abord la création d'un État palestinien conformément aux résolutions de l'ONU, puis la normalisation des relations entre l'ensemble du monde arabe et Israël. Cette initiative, portée par le roi d'Arabie saoudite, avait été approuvée non seulement par la Ligue des États arabes, mais aussi par l'Organisation de la coopération islamique lors du sommet de Téhéran. On peut dire que la création d'un État palestinien aurait conduit à la normalisation des relations d'Israël avec l'ensemble du monde islamique. Du moins, c'est ce qui découle des décisions que j'ai mentionnées. La question de savoir si cet objectif est réaliste revient désormais à ceux qui mènent la politique actuelle. Reste à voir dans quelle mesure cette politique est conforme aux décisions prises par leurs prédécesseurs. J'ai mentionné le plateau du Golan. Il s'agit d'un territoire syrien. Les plans concernant la bande de Gaza, qui sont largement évoqués, ainsi que les actions d'Israël en Cisjordanie et sur le Jourdain sont également très révélateurs. Dès le début de l'opération, alors que les responsables de l'ONU et des hommes politiques à travers le monde appelaient à ne pas compromettre la possibilité de créer un État palestinien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il n'était pas responsable de l'État palestinien, mais de la sécurité de l'État d'Israël. Une déclaration des plus éloquentes. Si l'on réfléchit à la manière d'appliquer les résolutions de l'ONU existantes, il est intéressant de rappeler une citation de l'ancien secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Dans une interview accordée à CNN le 8 février 2021, il évoquait les menaces supposément posées par la Russie à l'Ukraine. Le célèbre interviewé Wolf Blitzer lui a alors demandé « Si vous parlez de l'occupation par la Russie de la Crimée et d'une partie du Donbass, à une époque où les accords de Minsk étaient en vigueur, et si vous vous en tenez à des principes, que dites-vous de l'occupation israélienne des hauteurs du Golan depuis de nombreuses années ?» À cela, Anthony Blinken a répondu en proposant de laisser de côté l'aspect juridique de la question. *legality acid*, expliquant que, d'un point de vue pratique, le Golan était important pour la sécurité d'Israël. C'était sa première réaction. Ainsi, lorsque vous entendez les Occidentaux réciter leur mantra sur la nécessité de respecter la souveraineté des États, rappelez-vous qu'il existe bien d'autres déclarations confirmant qu'ils n'ont en réalité aucun respect pour le droit international. Ils en extraient uniquement ce qui leur est utile à un moment donné. L'intervention du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dépasse le simple cadre de la diplomatie. Elle est une véritable leçon stratégique, applicable non seulement aux relations internationales, mais aussi à notre propre cheminement vers l'excellence personnelle et professionnelle. Quelles sont les clés d'excellence que nous pouvons en extraire?
1. Il est essentiel de voir le tableau d'ensemble plutôt que les détails isolés. Lavrov ne se limite pas à commenter un événement isolé, comme la guerre à Gaza ou la situation en Libye. Il montre comment ces crises s'inscrivent dans une dynamique plus large, en lien avec des événements passés comme le « printemps arabe » de 2011 ou les décisions géopolitiques des grandes puissances. Développer une vision globale est essentiel dans la vie professionnelle comme personnelle. Il ne faut pas réagir uniquement aux urgences du moment, mais avoir une vision d'ensemble. Un excellent leader ne voit pas les événements comme des incidents isolés, mais comme des parties d'un système. Il anticipe les conséquences à long terme et ajuste ses stratégies en conséquence. Avant de prendre une décision importante, demande-toi toujours « Comment cela s'inscrit-il dans ma trajectoire globale ? Quelles seront les implications dans 1 an, 5 ans, 10 ans ?» 2. La clarté et la fermeté dans la communication sont primordiales. Lavrov est un maître de la diplomatie, mais il ne tombe jamais dans l'ambiguïté. Il expose des faits, met en avant des contradictions et souligne les doubles standards de l'Occident avec une précision chirurgicale. Il ne se laisse pas influencer par l'émotion ou la pression, il reste centré sur ses arguments. Maîtriser l'art de la communication impactante est crucial dans un monde saturé de désinformation et de bruit. Ceux qui s'imposent sont ceux qui savent communiquer avec clarté, force et précision. L'excellence passe par la capacité à structurer son discours, à appuyer ses idées sur des faits solides et à anticiper les objections. Que ce soit dans un entretien d'embauche, une négociation ou une présentation, sois clair, direct et factuel. Prépare tes arguments et ne laisse aucune place à l'improvisation hasardeuse. 3. Il ne faut pas subir le narratif dominant, mais créer son propre cadre d'analyse. Lavrov met en évidence un principe fondamental. Le discours dominant n'est pas forcément la vérité. Il rappelle comment les puissances occidentales sélectionnent les faits qui les arrangent et occultent ceux qui contredisent leur agenda. Développer un esprit critique et indépendant est une qualité essentielle. Les personnes excellentes ne se contentent pas d'absorber passivement l'information, elles la questionnent, la confrontent à d'autres sources et se forgent leur propre opinion. Elles ne tombent pas dans le piège du conformisme intellectuel. Avant de prendre une décision ou d'adopter un point de vue, pose-toi ces questions. Qui contrôle cette information? Quels intérêts sont en jeu? Quelle est la version alternative? Cette approche est essentielle pour éviter les erreurs de jugement et prendre de meilleures décisions. 4. Il est crucial de construire des alliances stratégiques et de savoir qui sont ses vrais alliés. Lavrov met en avant le rôle des acteurs régionaux comme l'Égypte et le Qatar dans les négociations autour de Gaza, tout en soulignant le rôle trouble des États-Unis et d'Israël. Il sait distinguer les acteurs qui jouent un rôle constructif de ceux qui cherchent uniquement à préserver leur pouvoir. Savoir s'entourer et choisir ses alliés avec soin fait toute la différence. L'excellence ne se construit pas seule, mais avec un réseau de personnes fiables, compétentes et alignées avec nos valeurs. Qui sont les personnes qui t'aident à progresser? Qui sont celles qui freinent ton évolution? Fais un audit de ton entourage et privilégie les relations qui t'apportent de la valeur. 5. Il est essentiel de ne pas céder à la pression et de rester fidèle à ses principes. Malgré les pressions internationales, Lavrov ne cède pas aux injonctions occidentales et défend une ligne diplomatique constante. Il ne cherche pas à plaire, mais à rester cohérent avec la vision stratégique de la Russie. Avoir une colonne vertébrale et rester fidèle à ses valeurs est une qualité indispensable. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui changent d'avis au gré des tendances, mais celles qui savent où elles vont, pourquoi elles y vont et qui restent inébranlables dans l'adversité. Définis clairement tes principes et tes valeurs. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Une fois tes fondations solides, tu seras moins influençable par les pressions extérieures. Conclusion, devenir un stratège de l'excellence. L'intervention de Lavrov est une démonstration de vision stratégique, de maîtrise de la communication, d'esprit critique, de gestion des alliances et de fermeté face aux pressions. Ces principes sont valables bien au-delà de la géopolitique. En appliquant ces leçons dans ta vie quotidienne, tu seras capable de naviguer avec intelligence et puissance dans un monde complexe, en transformant chaque défi en opportunité pour aller d'excellence en excellence. Comment pouvons-nous appliquer ces stratégies dès aujourd'hui dans nos propres vies? Merci de partager, avec nous, vos avis en commentaire. À très bientôt.